téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Cette émission vise à incarner la science, que l'on voit que la science, ce sont des personnes qui la font. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Mohamed Al-Azami Al-Idrissi, professeur d'immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Bonjour Assi Mohamed. Bonjour Sidi Ali. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous avez un parcours de grand mérite. Vous avez d'abord grandi à Fès et dans sa région. Je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous faites partie de cette lignée de savoir. Vous avez grandi dans une atmosphère de savoir. Votre père a été alim fil Qarawiyyin. Et puis après, il a enseigné durant toute sa vie. Vous-même, après des études primaires et secondaires à Fès et dans sa région, vous avez suivi les nominations de votre père. Vous avez été à Bruxelles pour une première formation en médecine. Vous pouvez nous parler du climat de vos études en Belgique? Merci Sidi Ali pour l'invitation et c'est un plaisir de vous retrouver. En fait, après avoir obtenu le baccalauréat au lycée Moulay Rachid de Fès, et comme vous l'avez dit, pour mon enfance, les études primaires et les études secondaires, étant donné les fonctions de mon père, Allah yarhamou, j'ai fait, c'était entre Fès et les régions de Fès. Et par la suite, j'ai préparé un doctorat en sciences biomédicales à la faculté de médecine et de pharmacie de Bruxelles, qui fait partie de l'université catholique de Louvain, et avec comme spécialité l'immunologie. Parce que en fait, j'ai toujours été fasciné par le corps humain, par le fonctionnement du corps humain, et surtout par un système du corps humain qui est le système immunitaire. Ça m'a toujours fasciné et il y a eu un déclic et c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité parce que en fait c'est un système extraordinaire qui fait partie des 11 systèmes de l'organisme et qui fonctionne dans un sens à assurer l'équilibre physiologique et l'homéostasie de l'organisme. Parce que autrefois, excusez-moi de vous interrompre, autrefois on parlait de l'équilibre des humeurs, l'équilibre humoral dans la médecine du canon de Ibn Sina, par exemple. C'était l'équilibre des humeurs. Là, on parle d'homéostasie. C'est toujours une question d'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, notre organisme, il est fait de systèmes qui eux-mêmes sont faits d'organes. C'est ça la hiérarchie structurale de l'organisme, fait de tissus. Les tissus sont faits de cellules, les cellules sont faites de molécules, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à l'atome. Et chaque système fonctionne chez une personne en bonne santé. Chaque système fonctionne de façon à être en harmonie avec tous les autres systèmes en assurant les fonctions qui lui incombent. Et le système immunitaire est l'un des systèmes qui a une fonction en quelque sorte transversale. Parce qu'il permet, en quelque sorte, c'est un système qui est fait de, comme tous les autres, il est fait d'organes, il est fait de cellules, il est fait de molécules. Et son rôle, c'est d'assurer cet équilibre. Il l'assure de deux façons. En travaillant, en assurant un équilibre physiologique à l'intérieur, c'est-à-dire l'élimination des débris cellulaires, l'élimination des cellules sénescentes, etc., l'élimination des cellules cancéreuses naissantes pour tout que l'on perturbe tout ce qui perturbe le fonctionnement. Donc ça, c'est de l'intérieur. Et puis, il assure cette homéostasie et cet équilibre en empêchant ce qui vient de l'extérieur et ce qui pourrait déranger ce fonctionnement. Double fonctionnement interne-externe. Interne-externe. Et le fonctionnement vers l'externe, c'est de détruire tout ce qui vient de l'extérieur, les agents infectieux, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, etc. Oui. Parce que quand ça vient de l'extérieur, ça perturbe le fonctionnement de l'organisme, ça produit ce que l'on appelle les maladies infectieuses, et on est en pleine période de la Covid-19, et on en parlera plus tard. Et là, le système immunitaire, il a cette
fonction. C'est un des systèmes et on en parlera peut-être plus tard. Oui, alors justement, je vois votre passion tout de suite pour l'immunologie, mais je voulais d'abord revenir sur les étapes de votre formation. Donc après la Belgique, vous avez fait un tour par les États-Unis, le Michigan, je crois. Chicago. Chicago, pardon, oui. Plutôt. Et puis après, vous avez une autre expérience parisienne cette fois-ci à l'Institut Pasteur. Alors, ces deux expériences, américaines et françaises, est-ce que vous pouvez dire quelques mots, donner quelques clartés à nos téléspectatrices et téléspectateurs? En fait, c'était dans la continuité, parce que après avoir obtenu mon doctorat en sciences biomédicales, spécialité en Belgique, là, c'était dans la continuité. Alors là, j'ai rejoint le département d'immunologie et de microbiologie, et toujours dans la continuité, et c'était surtout pour tout ce qui est auto-immunité et maladies auto-immunes. Et là, c'est le côté pervers en quelque sorte du système immunitaire, parce que le système immunitaire, il ne fait pas que du bien à l'organisme. Dans certaines situations, il peut se retourner contre les composants de l'organisme. Et là, on parle de maladies auto-immunes. Auto-immunes, c'est-à-dire de soi-même. C'est-à-dire que le système immunitaire, les composantes du système immunitaire peuvent se retourner contre certains tissus, certains organes de l'organisme et entraîner des pathologies. Et là, on parle d'auto-immunité et de maladies auto-immunes. Dans les situations de fonctionnement normal, on parle d'anticorps, on parle de cellules réactives. Et dans cette situation immunopathologique, en quelque sorte un petit peu perverse, on parle d'auto-anticorps et on parle de cellules auto-réactives. Alors, revenons à l'expérience américaine et l'expérience parisienne. Justement, quel a été l'apport de plus par rapport à votre formation de base? L'apport de plus par rapport à la formation de base, c'était ça. C'était l'auto-immunité. Et aussi une partie sur la présentation de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène. Donc là, pour parler de façon plus simple, quand il y a quelque chose qui dérange l'organisme, le système immunitaire déclenche une réponse. Et alors, le facteur déclencheur, c'est quoi? Ce sont des cellules spécialisées qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigène qui vont prendre en charge cet antigène et les présenter à des cellules spécifiques de l'organisme pour exercer une réaction. Il y a tout un système d'intelligence des organes liés à l'immunité, de ce que je comprends. C'est exactement ça. Et alors, ces cellules et ces molécules travaillent toutes et tous ensemble pour assurer une réponse immunitaire. Et là, c'était parmi les apprentissages que j'ai eu à Chicago. Et puis par la suite, c'était le passage à l'Institut Pasteur de Paris. Oui. Alors c'était la continuité en fait, parce que toujours dans la réponse immunitaire. Pas de frontières pour la science. Pas de frontières, et surtout pour l'immunologie. Et alors, pourquoi surtout pour l'immunologie? Pourquoi surtout pour l'immunologie? Surtout pour l'immunologie, parce qu'il y a une grande diversité de la réponse immunitaire et il y a différents aspects de la réponse immunitaire. Et chacun d'entre nous réagit à son système immunitaire, réagit à sa façon. Bon, c'est le cas des autres systèmes également. Et alors, on l'a vu dans le cas de la Covid-19, chaque personne réagit soit de façon modérée, soit de façon excessive, soit ne réagit pas du tout, etc., par rapport à une infection. Et le cas du coronavirus, on l'a vécu. Donc c'est un problème véritablement de réaction de l'organisme. Et cette réaction, elle est double de ce que je comprends. Réaction par rapport à l'état interne des autres organes et réaction, bien sûr, et peut-être essentiellement à l'environnement et à l'extérieur, c'est cela? C'est exactement ça. C'est une réaction par rapport à ce qui dérange à l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur pour déranger. Ça, c'est le fonctionnement normal, c'est la réaction ou la réponse immunitaire normale. Il faut qu'il y ait une réponse. Il faut qu'il y ait une réponse et elle est indispensable.
Et puis, le côté un petit peu pathologique, ce qu'on appelle de l'immunopathologie. On verse dans la pathologie. Ça, dans ce cas-là, on retrouve les réactions allergiques. Et normalement, quand on mange tout ce qu'on mange, on le tolère, il n'y a aucun problème. Mais il y a des personnes, quand ils mangent par exemple des cacahuètes ou des crevettes, ils développent une réaction allergique qui, dans certaines situations, peut être une réaction très grave. On parle de choc anaphylactique qui peut menacer le pronostic vital. Il y a aussi le système immunitaire peut être défaillant, les déficits immunitaires. Déficit immunitaire, on en parle beaucoup. Et là, le système ne peut pas réagir aux infections, aux cellules tumorales, etc. Oui. Il y a l'auto-immunité et ainsi de suite. Il y a plusieurs parties. Plusieurs parties. En plus de tout cela, il y a une autre situation qui est une situation pathologique du système immunitaire. Et là, les cellules du système immunitaire elles-mêmes deviennent des cellules tumorales. Et là, on parle de syndrome lymphoprolifératif. Tout le monde connaît leucémie, lymphome, etc. Et là, c'est le système, il y a des cellules du système immunitaire que l'on appelle les lymphocytes. Oui. Ces cellules peuvent devenir des cellules tumorales et entraîner une pathologie. Nous avons glissé imperceptiblement du premier moment sur votre parcours au moment relatif à véritablement la technicité de votre travail. Vous êtes orienté véritablement recherche, vous êtes vice-doyen à la recherche dans votre faculté et vous êtes précisément un des membres phares importants du laboratoire, si j'ai bien compris. Donc votre fonction n'est pas d'aller vers les patients ou que les patients viennent vers vous, mais vous êtes dans l'analyse des données des patients, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'activité laborantine. Alors, si vous permettez, juste pour compléter le passage à Paris, à l'Institut Pasteur de Paris, là, c'était au niveau de l'unité de vaccinologie, et là, c'était une continuité en fait, et nous avons travaillé, parce que j'aime pas le jeu en sciences. Bravo, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dangereux. C'est toujours une communauté. Voilà, c'est toujours une communauté, et tout seul, on ne peut absolument rien faire. Et donc là, c'était pour le développement de nouveaux vaccins, et nous avons ça, c'était quelles années des brevets. C'était de 1998, de 2000 à 2003. D'accord. Et nous avons eu des brevets dans ce sens avec l'Institut Pasteur de Paris, avec l'équipe de l'Institut Pasteur. Très prestigieux. Exactement, exactement. Et puis maintenant, pour passer à Fès, après, j'ai travaillé pour un laboratoire pharmaceutique, une multinationale pharmaceutique, je ne vais pas citer le nom, au niveau du département médical. Et là, en France, au Maroc? Non, au Maroc, à Casablanca. Et là, c'était une très bonne expérience également pour voir ce qui se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique. C'était une expérience assez intéressante et assez enrichissante. Et par la suite, j'ai eu le poste de professeur d'immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Et c'est là où la ferveur que j'ai et que j'avais pour l'immunologie s'est déployée avec l'enseignement, avec la recherche, avec le travail, avec les autres spécialités, et surtout ça, parce que en fait, les spécialités biologiques, que ce soit l'immunologie et les autres spécialités, sont des spécialités transversales. Oui. Et au niveau d'un centre hospitalier universitaire, nous avons, et surtout au niveau de Fès, je vais parler de Fès, nous avons différentes spécialités, à commencer par l'anatomopathologie, la génétique, la pharmacotoxicologie, la microbiologie, virologie, l'hématologie, l'immunologie, la biochimie, etc. Les spécialités, je parle des spécialités biologiques. Ah, biologiques, pardon. Biologiques. Oui. Alors, toutes ces spécialités, au niveau, et là, nous avons une excellente équipe à Fès. Le rôle de tous ces biologistes et de toutes ces spécialités biologiques, c'est de compléter le travail que font les cliniciens. Ah oui. Parce que ce sont les cliniciens qui reçoivent les patients. Alors, le clinicien reçoit le patient, il regarde, il dresse le tableau clinique, il fait l'observation clinique sur la base de
de l'interrogatoire, de l'auscultation, etc., et de l'historique et les antécédents du patient. Et puis, pour compléter le diagnostic et poser le diagnostic le plus sûr possible, le plus précis, il a besoin, et le plus précis possible, il a besoin d'examens complémentaires. exact. Alors, ces examens complémentaires sont de deux types. Soit des examens complémentaires biologiques, et là, il a besoin du laboratoire central, Oui, en fonction de ce qu'il a, du besoin qu'il a. Soit il a besoin de l'imagerie médicale, donc tout ce qui est radiologie, imagerie, IRM, scanner, oui. radio, etc., échographie, etc. Et avec ça, il complète. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Bien sûr. C'est un travail d'équipe. Pourquoi? Parce que on a besoin de tout le monde, de toute cette belle équipe pour poser le diagnostic. Au moment du diagnostic, et c'est le clinicien qui s'en occupe, il pose le traitement et par la suite pour le suivi. Et alors le suivi, pour voir l'efficacité du traitement et l'évolution de la pathologie, là, on a toujours recours à ce qu'on appelle la procédure collégiale, c'est-à-dire que les médecins et les biologistes se consultent entre eux pour précisément poser, comme vous dites si bien, le meilleur diagnostic. Il faut qu'il y ait toujours toute une équipe en coordination. Nous avons accueilli sur ce plateau Madame El-Filah Sarrochni qui s'occupe de la coopération dans l'intelligence artificielle, et je sais qu'il y a de plus en plus d'applications de systèmes d'aide à la décision médicale, de tous les outils informatiques pour justement donner le maximum de données, de promouvoir et de mettre à disposition le maximum de données. Alors, toutes ces données sont à l'hôpital, c'est cela? Toutes les données des patients sont au niveau de l'hôpital. Oui. Là, on parle de dossiers cliniques. Clinique, oui. Et puis, il y a aussi à côté, il y a la recherche. Oui. Alors, la recherche, bien sûr, la recherche… Elle a ses propres protocoles. Elle a ses propres protocoles, et les protocoles, tous les protocoles passent par le comité d'éthique. On a un excellent comité d'éthique hospitalo-universitaire. Je le sais, puisque vous m'aviez gentiment reçu dans ce cadre-là. Oui, voilà, exactement. Et alors, toute cette recherche également se fait de façon collégiale, parce que nous, biologistes, nous ne pouvons pas faire de recherche sans les collègues cliniciens, bien sûr. Et vice-versa. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle, oui. Et puis il y a aussi les équipements. Et là, parmi les recherches que l'on mène, on mène des recherches en utilisant de la nouvelle technologie. Et là, au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, nous venons de nous doter d'une plateforme de biologie moléculaire et de biologie cellulaire, et avec des appareils nouvelle génération. Par exemple, un NGS, un séquenceur Next Generation, c'est un séquenceur, comme vous l'avez, avec plein d'intelligence artificielle. Oui. La même chose. Séquenceur génétique. Séquenceur génétique, exactement. Séquenceur génétique, et puis il y a aussi le cytomètre, le cytomètre en flux, et qui permet de déterminer les marqueurs d'une cellule. Et là, très rapidement, je vais vous donner un exemple très pratique. Tout à fait. Exemple très pratique. On parlait tout à l'heure de leucémie, de lymphome, de syndrome lymphoprolifératif, les cancers et les tumeurs, les hémopathies, et les cancers du sang. Alors, pour poser le bon diagnostic et pour compléter, pour avoir le diagnostic le plus précis possible, on a besoin de tout ça. Oui. On a besoin du cytomètre en flux. Pourquoi? Parce que ça permet dans le jargon, on l'appelle en immunohématologie, on l'appelle l'immunophénotypage, c'est-à-dire que l'on détermine des marqueurs qui nous permettent de dire que ce cancer-là a commencé à telle étape du développement de la cellule. Pour pouvoir faire de la prévision. Surtout d'abord pour poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic. Pourquoi? Parce que en fonction de l'étape où le cancer s'est développé, la leucémie ou le lymphome s'est développé, de cela va dépendre le traitement. Et le traitement, en fonction du diagnostic posé, ça peut être soit un traitement très agressif, soit un traitement léger. Et donc, il faut que ce soit très précis. Et puis, donc là, c'est le côté cytométrie, etc. Maintenant, du côté génétique.
La génétique, ça nous permet, et le séquençage génétique, et cet nouvel appareil nous permet de dire quelle est la modification génétique, quelle est la mutation, quelle est la délétion en jargon génétique qui a causé ce type de cancer. Oui. Et ça permet à la fois de faire de la de poser le diagnostic, de traiter, etc., et de faire de la prévention également. Bien, si Mohamed, nous allons maintenant nous déplacer un tout petit peu pour aborder le troisième moment autour de la stratégie, de la vision, autour des enjeux civilisationnels de votre discipline qui aujourd'hui est au premier plan en raison de la pandémie que vous avez évoquée. Bien, on va se mettre de ce côté. Alors précisément, la question actuelle dont j'espère nous allons petit à petit sortir, je veux dire la situation actuelle de laquelle nous allons petit à petit sortir grâce à la vaccination, c'est cette pandémie de la Covid-19, ce virus qui reprend de diverses manières selon les contrées du monde. Alors, vous avez évoqué à l'Institut Pasteur, quand vous étiez associé à leurs travaux au début des années 2000, le travail sur la vaccination. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes aussi pleinement sollicité et qu'il y a des perspectives, des projets pour le Maroc quant à la fabrication même du vaccin. Merci pour cette question qui nous ramène en fait directement à l'initiative royale devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, le 5 juillet, il y a eu la signature de 3 conventions. Ces 3 conventions, en quelque sorte, ont pour objectif de faire du Maroc une plateforme technique pour la fabrication du vaccin contre la Covid-19. Et là, c'est la convention entre l'État du Maroc et le laboratoire Sinopharm, et aussi la convention pour la mise à la disposition de la plateforme technique du laboratoire marocain Sotema pour la fabrication de ce vaccin chinois. Mais le Maroc voit plus loin. Avec l'initiative de Sa Majesté, c'était pour s'inscrire dans le long terme. Et le long terme, c'est que le Maroc devienne une plateforme de fabrication des vaccins au pluriel, oui. Pas seulement le vaccin contre la Covid-19, parce qu'il y a un programme national d'immunisation pour oui. lequel nous importons les vaccins, mais il y a aussi un point très important également, c'est les biothérapies. Les biothérapies, on a parlé tout à l'heure des maladies infectieuses, etc., mais en plus de ces maladies infectieuses, il y a d'autres maladies, des maladies chroniques, le cancer, les maladies du système immunitaire, etc., qui nécessitent une biothérapie. Biothérapie cellulaire, biothérapie génétique, tissulaire, l'immunothérapie, la nanothérapie biologique. Et là, c'est le cas d'un des vaccins ou de 2 vaccins qui utilisent l'ARN messager. Et là, ils utilisent des nanoparticules. Et ces nanoparticules, ils ont la taille de 200 nanomètres. Donc, c'est de 200 milliardièmes du mètre. C'est tout petit. Et parmi aussi les applications de ces nanoparticules, c'est d'aller dans de la médecine personnalisée et de la médecine ciblée. C'est-à-dire qu'on peut mettre des médicaments de chimiothérapie, par exemple, et aller cibler une tumeur, ou plutôt localisée, précise. Pourquoi? Parce que, on le sait très bien, les traitements anticancéreux, quand ils sont donnés par voie générale, ça fait des ravages sur le plan effet secondaire. Et là, mieux vaut cibler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le ciblage pour le diagnostic et les biomarqueurs pour pouvoir suivre l'évolution. Donc c'est un projet d'ensemble qui comprend non seulement la vaccination, mais aussi donc les biothérapies. Et c'est un projet, de ce que je comprends, qui va permettre au Maroc non seulement de fabriquer pour ses propres besoins, mais aussi de rayonner pour la partie africaine, le continent africain. C'est bien cela? C'est exactement ça. En fait, le rayonnement du Maroc vis-à-vis de l'Afrique, et ça a toujours été, oui. Sur le plan spirituel, religieux, culturel, politique, etc. Et avec multiséculaire depuis plusieurs siècles. Multiséculaire, exactement. Et on est dans cette continuité parce que les pays africains ont subi en quelque sorte une certaine injustice
vis-à-vis de la Covid, de la pandémie du Covid. Oui. Il n'y avait pas assez de tests de tests de diagnostic, virologiques, sérologiques, etc. Pour les vaccins, on n'en parle même pas. Il y a 1% d'Africains qui ont été vaccinés. On dit qu'au rythme actuel, il faudrait 60 ans pour arriver à vacciner tout le monde. Donc, il faut absolument transformer, accélérer le rythme parce que nous vivons dans une même terre, dans un même monde. Et la santé est avant tout une santé globale. Quand on parle de santé publique, c'est une santé globale, c'est-à-dire qui concerne précisément nous, mais aussi tous les êtres vivants dont les virus utilisent comme véhicule de transmission. Donc, oui, exactement. Il y a cet enjeu de santé globale qui fait qu'on ne peut pas fonctionner en termes national seulement. Exactement. Et là, le but de cette initiative royale, c'était d'assurer pour le Maroc, c'est la souveraineté sanitaire et la souveraineté vaccinale. Comme ça, on est indépendant des spéculations géostratégiques qui sont à l'extérieur concernant les vaccins et concernant les biothérapies dans le futur également. Et puis revenons au rayonnement, le Maroc va devenir un hub pour les Africains et on va en quelque sorte produire et exporter vers l'Afrique. Et là, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques marocains qui exportent. Qui le font déjà pour les médicaments classiques. Exactement, qui le font déjà. Et puis, on peut même aller plus loin avec les pays africains et leur apprendre les technologies. Et là, on va passer pour plus tard, dans le long terme, c'est leur faire le transfert de technologie. Oui. Donc, l'UM6P s'y emploie dans plusieurs domaines. L'université Mohamed VI Polytechnique, elle s'emploie déjà dans ce cadre de formation de plusieurs ressortissants de l'Afrique, dont nous sommes ressortissants de l'Afrique, et qui précisément table sur la formation, la diffusion pour contrer ces maladies qui sont effectivement un fléau mondial. Exactement. Et de façon générale, le Maroc est l'université africaine en quelque sorte. C'est cela. Il y a des étudiants africains qui viennent, qui sont boursiers et qui viennent et qui sont formés dans différentes disciplines et plus spécialement en médecine. Et là, je me rappelle, à la faculté de médecine et au CHU Hassan de Fès, oui. Nous avons formé les premiers spécialistes pour certains pays. Écoutez, premiers spécialistes en neurologie, premiers spécialistes en... Ces messages d'espoir sont absolument superbes. Je vous remercie, Monsieur Azamil Idrissi Mohamed. Ce fut un immense plaisir de converser scientifiquement avec vous. Vous nous avez éclairé sur maints aspects de votre discipline qui est fortement mobilisée pour cette situation pandémique, mais vous avez bien évidemment indiqué toutes les maladies nombreuses qui mobilisent ce système immunitaire. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci beaucoup.